Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence débat organisée dans le cadre du festival Science et Manga. Un festival, le 11e, qui nous montre que tout est virtuellement possible. Alors la conférence précédente s'intitulait « Changer le corps et l'espace pour sonder et changer l'esprit », tout un programme. Et cette conférence la prolonge en quelque sorte, puisque nos deux invités spécialistes du virtuel nous parleront des avancées et des dangers que présente le virtuel. Alors, tous deux sont chercheurs, membres du CNRS, et je commencerai par Mylène Pardoën, puisque elle est la seule au monde dans son domaine. Alors en effet, Mylène est ingénieure de recherche, archéologue en paysage sonore, musicologue. Elle a travaillé pour le ministère des Armées avant de se concentrer sur les sons, et en particulier les sons que nous avons perdus. Elle se considère donc comme une archéologue de paysage sonore, travaille sur les ambiances sonores et la densité sonore de certains lieux. Donc elle cherche des traces du passé dans le présent et par exemple, elle cherche à retrouver toute la musicalité de Notre-Dame de Paris, actuellement en pleine reconstruction. Elle récupère ce qu'elle appelle des indices sonores à partir de sources qu'elle qualifie d'hétérogènes. Donc elle s'immerge dans le passé pour appréhender des faits. Elle recontextualise des tableaux, des objets, des lieux, et les remet dans le contexte d'une époque. Elle regarde donc avec ses oreilles, s'immerge dans des ambiances et met le sensible au service du patrimoine. En effet, elle participe très activement à un projet de valorisation du patrimoine par le sonore, le visuel et l'interaction. Elle offre ainsi un accès innovant aux biens culturels par le virtuel. En résumé, elle facilite les simulations dans de nombreux domaines de la recherche, par le sonore, le visuel, l'interaction, et elle offre ainsi un accès innovant aux biens culturels par le virtuel. Son activité scientifique est donc interdisciplinaire et Mylène vient d'être récompensée en 2020 par la médaille de cristal du CNRS. Daniel Mestre, lui, se qualifie comme un visuel actif. Mylène regarde avec ses oreilles et Daniel regarde avec ses yeux, mais activement. Il estime qu'il faut agir pour recevoir et c'est ça qui le passionne. Il est chercheur à l'Institut des sciences du mouvement de Marseille et depuis 2007, il est directeur du Centre de réalité virtuelle méditerranéen, CRVM. C'est une plateforme technologique de l'Institut des sciences du mouvement dédiée à l'étude du comportement humain en situation immersive. Et cette plateforme est une interface entre les sciences de la vie, les sciences et technologies de l'information et de la communication, et de l'ingénierie. 6 laboratoires sont affiliés à l'Université de la Méditerranée et du CNRS. Et le CNRS donc collabore à ces travaux. Daniel Mestre est également président de l'Association pour la réalité étendue, une association qui milite pour la promotion de la réalité virtuelle, dans les domaines scientifiques, industriels et artistiques. Je vais donc passer la parole à Mylène Pardoën, qui va nous présenter son sujet. Bonjour, merci pour l'invitation et je suis vraiment très heureuse de pouvoir participer à ce débat autour de la virtualité et de ses apports, ses limites, sa dangerosité.
Je vais vous parler, moi, du virtuel, de la sensorialité et surtout de mes travaux sur l'archéologie du paysage sonore et comment ça s'articule dans la réalité et dans la virtualité. Avant toute chose, on va faire une petite précision, préciser ce qui ressort du sound design, puisqu'on travaille dans le son, et ce qui est de l'archéologie du paysage sonore. Le premier extrait que vous allez entendre, c'est une fresque qui tournait à la crypte archéologique de Notre-Dame et qui avait été concoctée par des sound designers. Donc la crypte archéologique Notre-Dame, c'est un espace qui est tout à fait sous Notre-Dame. C'est un quai du IIIe siècle avant Jésus-Christ avec initialement des activités. Donc on se retrouve plutôt sur un paysage fluvial. Donc voici ce qu'ils avaient fait entendre, soit un ressac et une mouette. Donc la boucle était très très courte, puisque vous avez la totalité de la boucle, elle passait constamment. Et quand j'ai été appelée pour retravailler cette fresque sonore, je l'ai pris un peu comme un challenge, c'était mon premier travail. Mais tout de suite, j'ai fait savoir que oui, j'étais partante et il fallait réfléchir. Alors, mon premier constat, c'est que j'ai pris un fusil, j'ai tué la mouette, puisqu'il n'y a pas de mouette avant le XIIIe siècle. Et à l'écoute, ce que vous avez entendu, c'est non pas un fleuve qui coule, mais un ressac. Donc c'est plutôt une mer qui balaye près d'une plage. Donc il a fallu prendre contact avec des archéologues qui étaient spécialistes du paysage fluvial et recomprendre toutes les activités qu'il y avait sur le port. Ce qui fait qu'au résultat, vous allez pouvoir entendre un fleuve qui coule réellement, des passereaux puisque la mouette, il a fallu la tuer, et puis surtout les abords de ce port fluvial jusqu'à l'arrivée des bateaux. Donc l'archéologue du paysage sonore, c'est quoi? Un archéologue du paysage sonore, c'est quelqu'un qui va étudier, analyser les ambiances sonores du passé, dans des sources plutôt type hétérogène, et puis qui va en proposer des modèles à écouter, à entendre. Mon métier brasse énormément de sources, et c'est un vrai métier scientifique, puisque pour faire ces restitutions, je m'appuie sur toutes les informations, tous les indices, les traces que l'on peut trouver dans la documentation. Qu'est-ce que le virtuel? Le virtuel, la réalité virtuelle, c'est une expérience réelle que l'on vit actuellement, mais qui est médiatisée par une interface. On va donc jongler entre le réel, le tangible, c'est-à-dire toutes ces sources hétérogènes sur lesquelles on va devoir travailler, s'appuyer, plus les sources qui sont encore présentes dans notre présent actuel, les sources sonores du passé présentes dans notre paysage sonore. Donc ça, c'est le réel et le tangible, et on va en proposer des restitutions, et c'est là où on bascule dans le virtuel, et on verra donc l'intérêt et les limites du virtuel. Une grosse majorité, la grosse majorité de mon travail, c'est 80%. Je suis rat de bibliothèque. Je vais chercher de l'information et fouiller tous ces documents hétérogènes, que ce soit des textes, que ce soit des objets, que ce soit des visuels. Et en concomitance, si j'ai besoin d'un visuel, eh bien, je vais travailler à la fois le son
et l'image. Pourquoi les travailler en même temps? Puisque quand on va trouver des informations pour l'un, ça risque d'apporter des informations pour l'autre. Notamment, le visuel apporte des informations sur les volumes acoustiques. Car mon travail ne consiste pas seulement à placer des sons les uns à côté des autres pour raconter des histoires sonores, mais les recontextualiser dans les lieux. Donc il faut connaître les acoustiques des lieux visités. Donc voici la réalité, et ici, on verse dans la virtualité. Quelles sont ces sources? Eh bien, comme nous le voyons, les sources elles sont dites hétérogènes. Nous avons de la littérature, nous avons ici des inventaires après décès, des PV de police ou des documents administratifs. Pourquoi utiliser tous ces documents? Tout simplement parce qu'on va devoir recréer les 3 couches qui forment un paysage sonore. La première, c'est la géophonie. C'est quoi cette géophonie? Ce sont tous les sons qui sont attenants à un lieu, auxquels on va ajouter tous les sons qui sont issus de la météorologie. Donc par exemple, la pluie, qui peut avoir une incidence, le soleil, qui aura aussi une incidence parce qu'il fait chaud, ou le vent. Nous sommes à Paris, près de la Seine, il y a toujours une petite brise qui est présente. Ensuite, nous avons la biophonie, donc ce sont les insectes et les animaux qui sont présents sur une zone déterminée. Et en tout dernier lieu, l'anthropophonie. Nous, les êtres humains, nous sommes les plus gros pollueurs. À titre d'exemple, lorsque nous avons été prisonniers lors de notre premier confinement, d'un seul coup, on s'est aperçu qu'il y avait des oiseaux dans les cités. En fait, les oiseaux n'avaient jamais disparu, ils étaient présents, mais avec nos bruits et nos sons, nous les perturbons et ils disparaissent sonorement de notre paysage. Deuxième grosse masse de documentation, tout ce qui est visuel. Donc les tableaux, les gravures, les objets du quotidien. Alors pourquoi tous ces éléments sont-ils très parlants? Il faut savoir qu'avant les années 1870, il n'existe pas de technologie pour enregistrer ou diffuser du son, les deux étant concomitantes. Donc la plupart des témoignages qu'on a de l'époque contiennent ces éléments, qui soient sonores, parfois olfactifs, et c'est à nous à les redécouvrir dans tous ces témoignages-là. Donc on va essayer d'expliquer ce qui se passe dans ces scènes. Alors, aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui, c'est la réalité terrain. Une fois qu'on a fait tout ce travail de recherche dans le cadre de la fouille de documentation, il faut qu'on aille à la pêche au son dans notre présent. Donc ici, vous avez 2 campagnes de captation, une première à Sens et une seconde à Gerberoy. Les deux vont monopoliser des technologies qui peuvent sembler similaires, mais des dispositifs qui sont différents. Tout simplement parce que ce que l'on cherche à avoir, c'est des sons qui représentent réellement la réalité. Comme ma discipline est nouvelle, il faut partir de zéro et recréer toute la chaîne de production des informations. Ça va de la vérification de la performance des micros à l'élaboration de fiches. Mais avant cette élaboration de fiches, qui est une fiche qui a été validée, nous passons sur des éléments qui sont des éléments préparatoires. Donc on est sur des captations exploratoires. On va tester le dispositif. Et une fois que le dispositif sera testé, il peut être validé et faire l'objet de plusieurs autres fiches qui nous permettent de mieux connaître les sons que l'on va intégrer dans la fresque. La proposition des modèles virtuels, elle se situe après cette phase-là. Pourquoi? Parce que c'est au moment où on va diffuser l'information que la virtualité va prendre quelque part corps. En effet, on va passer sur des diffusions qui sont complètement différentes. Soit des diffusions au casque, type binaural, avec ou sans et tracker, voire ici, des diffusions sur 153 haut-parleurs, comme pour la SAT Montréal, qui est un dôme, où on peut projeter à la fois la maquette bretaise
et diffuser le son sur ces haut-parleurs. Des dispositifs un peu plus simples qui sont des enceintes type 5.1, 7.1. Alors ces ambiances, elles sont pour quelle utilité? Eh bien, on peut les avoir pour la recherche, c'est quand même mon terrain, et c'est aussi utile pour les historiens de l'art, les géographes qui désirent connaître ces endroits de manière plus sensorielle, les musées, les lieux patrimoniaux, les expositions, pour étudier, analyser, faire découvrir l'histoire et surtout s'immerger dans sa sensorialité. Alors quels sont les apports et les limites de mon travail, de cette virtualité? Les apports, c'est de faire des propositions qui soient réversibles. On est en effet sur des sciences qui avancent, donc elles vont évoluer, que ce soit au niveau des technologies ou au niveau des informations. Donc on va pouvoir pratiquer ce qu'on appelle des anastyloses, c'est-à-dire revenir en arrière et compléter les informations que l'on avait initialement pour rectifier, soit confirmer, soit infirmer. Faire également des mises en situation, type immersion sensorielle ou serious game. Les limites, elles sont présentes aussi. Pourquoi? Parce qu'on a les sources. Comme on travaille dans l'histoire, on n'a pas forcément toutes les informations, ou on peut dire les informations sous la même forme que nous les fourniraient les outils d'aujourd'hui. Il nous faut donc les retravailler. Donc le nombre de sources, leur fiabilité, est toujours à questionner avant de les intégrer. Les limites, c'est aussi les restitutions. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se permettre de communiquer en brut toutes ces informations sonores. Il faut leur offrir des clés de compréhension, car ces bruits du passé qui sont encore dans notre présent, ils ne font plus notre quotidien. De fait, on est obligé d'accompagner l'auditeur dans son écoute. Je vous propose donc une promenade historique. Vous serez projeté dans Paris au XVIIIe siècle, 50 hectares autour du Grand Châtelet. Nous sommes au XVIIIe siècle, pas d'eau, pas de gaz, pas d'électricité, des environnements plutôt bruyants, mais pas plus bruyants qu'aujourd'hui, bruyants différemment. Vous allez arriver sur la porte de Paris, marcher de plein vent, et vous vous dirigerez vers le pont au Change, un pont habité. Donc vous ne verrez pas la Seine dans un premier temps, mais dans un second temps. La Seine, c'est un lieu très vivant, parce que c'est quelque part la veine qui amène la sève à Paris. Tout transite par la Seine. Et ensuite, vous remonterez sur le Grand Châtelet pour boucler la boucle. Bon voyage sonore.
Donc voici cette virtualité que l'on vient de quitter. On revient sur notre état contemporain au XXIe siècle. Et je vais passer la parole à mon collègue. Donc voilà, je vais vous présenter quelques images rapides sur les évolutions de la réalité virtuelle. Et la première chose que je voudrais dire, c'est ça. Alors ça pour la petite histoire, vous voyez au milieu de notre cave, ce qu'on appelle un cave, qui est donc un dispositif de visualisation et d'immersion à 4 dimensions. En fait, il y a un plancher et 3 écrans verticaux, vous voyez, qui sont des écrans de projection, en fait. Ce qui permet, quand on place un sujet au milieu, j'y reviendrai, de créer une immersion sensorielle et motrice. Alors, je mets un peu d'histoire parce que, en gros, ce qui m'énerve régulièrement actuellement, c'est de dire, effectivement, qu'on a inventé la réalité virtuelle en 2020. C'est beaucoup plus intéressant, de mon point de vue, de regarder les choses d'un point de vue historique. Et je vous montre juste 2 exemples, moi, qui m'inspirent depuis longtemps. C'est à gauche, vous voyez, une image qui a été prise ou dessinée dans les années 25 ou 30, je ne me rappelle plus bien, de ce qui était à l'époque ce qu'on a inventé. Après, ça s'appelait ciné-panorama et des choses comme ça. Le cinéma immersif, quel était le but? Et c'est les gens du cinéma qui ont inventé, de mon point de vue, ce terme d'immersion, au niveau technologique en tout cas. Effectivement, l'idée, c'était de créer une immersion du sujet en agrandissant les écrans, tout simplement. Et vous voyez, c'était un montage bizarroïde, je ne sais même plus où je l'ai trouvé, celui-là, où le film qui était projeté au spectateur était filmé avec 3 caméras et reprojeté avec 3 projecteurs. Vous imaginez le bazar technologique que ça représentait, quoi. Mais c'était quand même, ça c'est 1925. À droite, vous voyez une image aussi que j'aime bien, parce que c'est toujours du côté de la Californie. C'était un cinéaste qui s'appelait Morton Hailey, qui était mexicain, qui avait inventé ce qui s'appelle le Sensorama, qui était un dispositif, c'était 1950, il n'y avait pas d'ordinateur fonctionnel à l'époque, hein. Il avait imaginé de créer un cinéma total. C'est publié quelque part. S'il y a des gens qui s'intéressent, pour vous trouver les publications, c'est très intéressant. Il voulait créer une illusion sensorielle complète en stimulant tous les sens. Donc ça, il avait filmé un motard qui se déplaçait à Brooklyn, si je me rappelle bien. Et donc, l'image était stéréoscopique, il y avait du son qu'ils avaient enregistré, pour revenir à ce que disait Mylène tout à l'heure. Il y avait des ventilateurs qui créaient du vent, il y avait des odeurs. Donc l'idée, c'était de créer un cinéma total. Et je vous montre cette image-là parce qu'on n'est toujours pas aujourd'hui en réalité virtuelle à créer cette totalité. Et en particulier, il rendait les vibrations dans le siège pour essayer de stimuler un peu le sens proprioceptif. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, on a fait évoluer une technologie. Dans les années 95, on a créé les caves qui existent toujours, qu'on a toujours à Marseille, qui fonctionnent toujours, quoi qu'en disent les gens qui pensent qu'il n'y a plus que les casques qui valent le coup. Mais voilà, ça reste effectivement quelque chose qu'il faut regarder sur l'évolution. Et je mets le mot présence, parce que j'en dirai pas plus, parce que le but, c'est pas de vous faire une conférence de 3 heures. La présence, pour moi, c'est ça. C'est ce qui me passionne. C'est comment se fait-il que d'un seul coup, en l'occurrence c'est ma chère fille Zoé qui est dans le cave du CRVM, que le sujet, le participant à qui on soumet cette stimulation virtuelle, va se comporter de manière naturelle, avec des guillemets de tous les côtés si vous voulez, mais naturelle. C'est-à-dire qu'elle va, effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'elle essaie d'attraper une bouteille de coca, en l'occurrence virtuelle, sur une table virtuelle. Donc quelque part, on a créé une illusion en créant cette immersion qui fait que le sujet accepte, en tout cas, de se comporter comme si tout ce bric-à-brac technologique de visualisation et d'image de synthèse était réel. J'en dirai pas plus, mais c'est ce qui m'intéresse. Alors, pour avancer un peu, effectivement, en 2 mots, la réalité virtuelle, c'est effectivement de l'innovation technologique. Le cave en a été une dans les années 95. Les casques sont en plein boom, vous le savez tous. Donc, il y a un aspect technologique. Mais derrière, il y a aussi quelque chose que je pense qui est fondamental. C'est, pour revenir aussi à ce que disait Mylène, la multisensorialité. En gros, on sait très bien aujourd'hui qu'un des aspects captivants pour le chercheur de ce qu'on fait avec la réalité virtuelle, c'est le fait que mettre du son
avec de l'image, avec je sais quoi, des ventilateurs, avec plusieurs stimulations qui disent la même chose, renforcent cette sensation de présence dont je parlais tout à l'heure. Et cet aspect-là, à mon avis, on en parlait aussi avec Patrice tout à l'heure, ça reste un grand domaine. Et dans ce domaine-là, le sens haptique reste encore un défi technologique dont on pourrait parler. Et aussi la réalité virtuelle par rapport au cinéma que je vous présentais tout à l'heure, l'aspect fondamental de la réalité virtuelle, qui n'est pas du cinéma donc, c'est l'interactivité. L'interactivité est pour moi ce qui définit par-dessus tout la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, juste pour le plaisir de citer mon collègue Fuchs de l'École des Mines, qui a donné une définition qui dure toujours, parce que je trouve génial. La réalité virtuelle permet à une ou à plusieurs personnes, alors une personne on sait bien faire, plusieurs personnes ça reste encore compliqué, des activités sensorielles et ou mentales, dont parlait Fabrice aussi tout à l'heure, dans un monde qui peut être artificiel, c'est la recherche fondamentale, et qui peut être complètement imaginaire, peut créer des choses qui n'existent pas. C'est aussi un aspect intéressant de la réalité virtuelle, soit une simulation de certains aspects du monde réel, si on s'intéresse à de l'ergonomie, à de la formation, de l'entraînement sportif, à des choses comme ça. Non, mais moi, ils n'ont pas besoin de me voir, je préfère qu'ils voient mes slides. Et donc, en deux mots, la réalité virtuelle, c'est l'interaction. L'aspect temps réel, j'en dirai pas plus non plus, mais je pense qu'on pourrait en parler aussi, parce que c'est un défi technologique en soi, avec un monde virtuel, à l'aide d'interfaces comportementales. Et la question des interfaces comportementales est aussi un sacré défi technologique. Créer des interfaces transparentes, ça reste aujourd'hui, ça a été le point de départ, je pense aux années 90, des téléroboticiens qui avaient inventé la réalité virtuelle en disant effectivement le problème c'est de créer des interfaces comportementales qui soient transparentes. Ben, c'est peut-être vrai un peu pour la vision, c'est très peu pour l'haptique, et donc qui induisent l'immersion. Là, j'en dirai pas plus, juste pour un petit clin d'œil à mon collègue Patrice, effectivement, c'est le seul exemple que j'ai d'imagerie 3D, c'est une molécule de sida. C'est des images qui datent. Ben, ça bon. La prochaine visioconférence. C'est ça, peut-être. Et voilà, donc on peut aller effectivement, juste pour vous montrer ça, de l'ergonomie à des choses beaucoup plus fondamentales. Alors, les caves, ça continue à évoluer. Et donc voilà, ça c'est un autre exemple effectivement qui est développé, je ne sais plus où, c'est en Arabie Saoudite ou à San Diego, d'un cave fabriqué avec des écrans. Bon, voilà, c'est juste pour titiller un peu là-dessus. Alors les dispositifs, effectivement, bon, je ne vais pas en dire plus, mais effectivement, je parlais d'interface comportementale, voilà des dispositifs qu'on peut utiliser. Il y a d'abord les projecteurs, effectivement, les lunettes qui permettent de voir en 3D, vous connaissez ça aussi, qui sont, et je pense d'interactivité, traquées par des caméras pour permettre l'interaction. Et après, il y a toutes sortes de dispositifs qu'on peut utiliser pour traquer la main, les doigts, pour naviguer, bref. Alors maintenant les casques. Effectivement, on a vu arriver, là aussi, ça a été présenté comme une grande nouveauté. Les casques, effectivement, ça, vous avez un exemple de casque qui est un casque Vive ici en haut à droite, un casque Oculus en bas. Donc c'est en train de se développer, ça se développe beaucoup, y compris des casques comme ceux que vous voyez en haut à gauche qui sont stand-alone, c'est-à-dire qu'en gros on met son téléphone portable dans un casque. Vous voyez que ça ouvre quand même des perspectives en termes de portabilité, en termes d'utilisabilité qui sont intéressantes. Les casques ont été présentés comme une nouveauté. C'est faux. Le premier casque de réalité virtuelle que je connaisse a été inventé par le monsieur qui a inventé, vous voyez son nom en bas, qui a inventé les cartes graphiques en 1965. C'était un casque de réalité virtuelle, et même augmenté d'ailleurs en l'occurrence, qui était fabriqué, bricolé, vous voyez le montage technologique que ça représentait. Donc ce n'est pas nouveau les casques, ça évolue aussi depuis très longtemps. Autre exemple, au niveau de la manipulation, par exemple en réalité virtuelle, ça c'est le premier casque de réalité virtuelle de l'ère moderne qui a été inventé par la NASA en 1985. Donc tout ça pour dire qu'effectivement on n'est pas si nouveau que certains voudraient le prétendre. Alors je reviens en arrière parce que je me suis mélangé dans mes présentations. Alors à côté effectivement des casques de réalité virtuelle, comme vous voyez un exemple où on l'utilise ici à Marseille, il y a aussi un autre aspect qui est intéressant, qui est ce qui se développe autour de la réalité augmentée. Ça, vous voyez en haut à gauche le casque de Microsoft, l'HoloLens. En bas, un autre casque un peu plus funky qui est fait du côté de la Floride, où effectivement, on n'est plus en réalité virtuelle,
on est en réalité augmentée dans la mesure où on va superposer au monde réel des éléments virtuels. Vous voyez un exemple ici d'un prototype de ce qu'ils appellent Smart Glasses, un prototype de, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, un prototype de réalité augmentée, effectivement, où on projette avec un petit laser de l'information sur les lunettes carrément du monsieur. Donc c'est quelque chose, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais à mon avis qui devient de plus en plus intéressant, parce qu'à mon avis, ça résout quelques problèmes que posent les casques de réalité virtuelle. Et en l'occurrence, je voudrais juste finir là-dessus, en fait, sur les dangers que peuvent présenter les dangers. Ouais, les dangers, pour ça comme ça. Que présentent les casques de réalité virtuelle, à tel point que la Haute Autorité de Santé a lancé des opérations là-dessus récemment, d'ordre physiologique. Donc, encore une fois, je suis un visuel, donc je me branche sur la vision, mais je pense qu'on pourrait attaquer le problème sur le son aussi. L'image est un peu agressive, mais quel effet ça peut faire de mettre sur la tête d'un bébé, devant les yeux d'un bébé, un casque de réalité virtuelle pendant plusieurs heures? On ne sait pas très bien, on sait que le système visuel est sûrement en grand développement à cette période-là et qu'il y a des précautions à prendre. Le deuxième danger que j'y vois, c'est que personnellement, je trouve les casques de réalité virtuelle bizarres, parce que je ne vois plus le monde. Je vois un monde purement synthétique et je n'ai plus la vision du monde. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'éventuellement la réalité augmentée va permettre de faire avancer un peu ce genre de questions. Mais le danger qui est évoqué par certains est d'ordre psychologique, d'isolement social. Et il y a des gens qui s'amusent à porter des casques de réalité virtuelle pendant des heures et des jours. On ne sait pas très bien quel effet ça va faire. Et ce problème-là existe. Donc au-delà de tous les développements technologiques que je vous ai présentés rapidement, à tel point que si on regarde effectivement, par exemple, voilà, un exemple parmi d'autres que posent les casques de réalité virtuelle, c'est de créer, l'armée le sait depuis longtemps, l'IRBA y travaille depuis longtemps, sur les pilotes de chasse, c'est le conflit accommodation-vergence. Qu'est-ce qu'on fait quand on présente sur un écran, c'est vrai sur n'importe quel écran, mais c'est encore plus élevé sur un casque, quand on présente sur un écran une image stéréoscopique? Eh bien, l'accommodation se fait sur l'écran et la vergence évolue en fonction de l'objet qu'on regarde en profondeur. Et on découple un mécanisme fondamental visuel qui est le couplage de l'accommodation et de la vergence. Quel effet ça a? Ce que je sais, c'est que je pensais aux gens de l'armée qui utilisent ça. Quand ils font des tests sur simulateur, ils laissent les gens plusieurs heures, voire plusieurs jours, avant de reprendre un vrai véhicule, après avoir fait un test de simulation, parce qu'on sait qu'on a déstabilisé le système. Donc voilà, c'est juste un exemple. Voilà. Et ce problème de danger est tellement soupçonné qu'une grosse boîte comme Oculus, je vous le fais rapidement, mais la dernière version, ce n'est pas la dernière version de leur pamphlet de warning, ça doit faire 10 pages maintenant, c'est toutes les précautions qu'il faut prendre. Alors, en gros, si on regarde vraiment ce qu'il raconte, il ne faudrait pas utiliser un casque de réalité virtuelle avant d'avoir vu un médecin. Bon, voilà, ok. On peut avoir des attaques, comment ça s'appelle, seizure, d'épilepsie. Il y a eu des cas d'épilepsie. Voilà, après, sur les enfants, effectivement, ils disent qu'il ne faut pas utiliser les casques avant l'âge de 13 ans. Toutes ces choses-là, rassurez-vous, ce n'est pas respecté, mais ça veut dire qu'ils ont sûrement une armée d'avocats derrière qui ont dit qu'il faut écrire ça sur les manuels pour que les gens se méfient. Dans un environnement sûr, effectivement, il y a des tas de vidéos sur YouTube où on voit des gens entrer dans les murs parce qu'ils ont un casque de réalité virtuelle sur la tête et qui se sont immergés et qu'ils ont oublié le monde réel. Bon, voilà. Donc, et puis sans parler aussi de tous les problèmes dont je n'ai pas parlé et dont éventuellement la réalité augmentée va permettre peut-être de résoudre les problèmes, de désorientation, de ce qu'on appelle, mal du simulateur, traditionnellement ce qu'on appelle cybersickness maintenant. Tout ça pour dire qu'effectivement, ok, il y a de l'évolution technologique, mais méfie, on est sur l'évolution d'une technologie, et ce qui est vendu aujourd'hui par les gens qui cherchent à vendre comme le truc ultime immersif, les casques, j'ai vu des tas de phrases comme ça disant les casques c'est l'immersion totale. Bah, peut-être pas. Voilà. Je voulais juste vous dire un peu ça pour lancer la discussion.
Merci. Donc, merci à Daniel, le visuel actif. Et nous allons donc pouvoir réagir à vos questions. Mais avant, j'aimerais bien que... Vous pouvez venir à côté de moi. Et donc, je voudrais quand même poser une question avec mon privilège de modérateur. Puisque nous sommes dans une faculté de médecine, qu'il y a un institut des sciences et techniques de la réadaptation jusqu'à côté, qu'est-ce que l'on pourrait trouver comme bénéfice à l'utilisation de la VR dans l'enseignement? Puisque l'enseignement, c'est quand même... auparavant, c'était avec des mots et avec peut-être des comportements corporels de la part de l'enseignant. Mais notre mission, c'était aussi de plonger, d'immerger nos étudiants dans le monde de la science. Pour ce qui me concerne, par exemple, c'était dans le monde de l'appareil locomoteur, et de permettre, par notre discours verbal, voire corporel, et bien sûr le discours graphique des diapositives que l'on présentait, c'était de leur permettre des images mentales, plus ou moins animées, de l'intérieur du corps humain, c'est-à-dire de quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait donc... quel est ton bilan? Je m'adresse d'abord à Daniel, même si finalement l'organisme est quand même rempli de bruit, hein, et très variable suivant les individus. Le bruit de la respiration, bien évidemment, le bruit du tube digestif qui peut témoigner aussi d'une bonne comme d'une mauvaise digestion, les bruits du cœur, ceux qu'on entend quand même pendant 9 mois, ou ceux qu'on a entendus. Donc quel serait ton bilan vis-à-vis, par exemple, de la réadaptation de patients, puisque tu as eu beaucoup de projets portants sur ce sujet? Je vais prendre un contre-pied et parler d'un projet qu'on a fait avec l'Institut Paoli Calmette à Marseille, sur les praticiens. Alors, parce que le bilan de cette étude-là, c'était que, moi ce que j'en ai retenu, c'est qu'effectivement les praticiens sont formés de manière technique, mais quand il s'agit de dire à un malade qu'il faut qu'il retourne sur le billard parce que voilà, ben ils ne savent pas faire. Et donc là, on a utilisé la réalité virtuelle. On disait, voilà, un exemple dans l'enseignement, c'était entraîner les praticiens à annoncer des mauvaises nouvelles à un malade. C'est un besoin qui est connu depuis longtemps, ce qui fait que pour l'instant, les praticiens en question utilisent des acteurs ou des collègues pour s'entraîner à annoncer à Madame Machin que c'est fini. Que non, c'est pas fini, mais voilà, qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Et l'idée, c'est d'utiliser de la réalité virtuelle pour permettre à ces gens-là de s'entraîner à annoncer de mauvaises nouvelles. Donc ça a impliqué d'avoir un avatar qui répondait, j'en ai pas parlé, mais ça aussi c'est une vraie question, un avatar qui répondait en temps réel, qui était réaliste plus ou moins. Il y a des tas de limites aujourd'hui. Mais l'intérêt que j'y vois là, c'était de faire quelque chose. Non, c'est la suite. C'était qu'on peut faire difficilement avec des acteurs. Et l'intérêt que j'ai vu, qu'ont vu les praticiens qui sont venus maniper chez nous, c'est de pouvoir refaire un scénario ad libitum. Je le fais une fois, pas bien, je le refais une deuxième fois, j'ai un moment entre deux consultations, je vais me faire un petit cours d'entraînement. Vous voyez, là, il y a un intérêt effectivement pour l'enseignement. Ce n'est pas de l'anatomie, c'est plus de l'humain, mais il y a un intérêt. Après, on utilise actuellement de la réalité virtuelle pour l'apprentissage des langues. Oui, c'est ton dernier projet, ça. Oui, avec une idée qui est que peut-être bien que, commence à avoir des données comme ça, que si je veux apprendre le verbe « prendre », eh ben, si je fais le geste en entendant le verbe, je vais mieux l'apprendre. Vous voyez, donc il y a des choses de cet ordre-là qui me semblent très intéressantes. Effectivement, on couple l'action et la perception, et que la réalité virtuelle permet de faire ça. Après, la réponse facile à ta question, c'est de dire faire ce qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Ce que vous faites avec l'anatomie 3D. Après, on pourrait parler des limites aussi.
On pouvait le faire avant, pour arriver à produire une image mentale, mais évidemment, elle a de moins bonne qualité. Et peut-être le processus est plus rapide avec la 3D. Cela dit, il y a un inconvénient, c'est que l'étudiant peut avoir la sensation d'avoir tout compris et de négliger le travail nécessaire pour la mémorisation et la contextualisation de l'information. Est-ce que mon petit aparté sur les bruits de l'organisme suscite quelques réactions Oui, c'est intéressant parce que quand on est dans une chambre anéchoïque, c'est une chambre sourde, mais des personnes qui ne supportent absolument pas, parce que quelque part, ils se retrouvent seuls avec eux et avec leur bruit. Et c'est vrai qu'un corps, il est très bruyant. Donc une fois qu'on est plongé réellement dans un silence, un vrai silence, un silence profond, même pas comme ici, puisqu'ici il y a plein d'outils qui tournent, il y a des machines qui tournent constamment, donc c'est pas silencieux, contrairement à ce qu'on pense. Et quand on se retrouve dans le silence complet, d'un seul coup, eh bien, on est confronté à soi-même. Et cette image-là, cette image sonore de soi, elle arrive à créer des moments de panique pour celui qui a du mal à accepter que, oui, nous on fait tout le temps du bruit. Même si c'est pas grand-chose, c'est un petit glouglou, c'est les fluides qui passent. En fait, il faut être lucide, hein, on est vivant. De ce fait, il y a de l'activité, elle génère du bruit. Alors pas toujours très bruyant, mais une fois qu'on est vraiment dans un silence complet, eh bien ces bruits-là ressortent et on est confronté à nous-mêmes. Donc quelque part, c'est même pas l'effet miroir, c'est pire que ça. Oui. Bon, il y a des bruits qui sont inquiétants, hein, quelquefois quand on entend ses genoux. Hein, alors qu'on ramasse un objet, on peut accuser son âge ou ses pratiques sportives un peu excessives passées. Ça, c'est de l'information. C'est de l'information, exact. Et le traitement du signal. Au signal, tout bruit est une information. Donc là, il faut être lucide jusqu'au bout. Chaque bruit qu'on entend, c'est une information. Quand on arrive à l'interpréter ou pas, en tout cas, c'est une information. C'est vrai. Et d'ailleurs, pour l'enseignant, c'est une bonne question qui se pose. Est-ce que mon bruit, finalement, est le meilleur? C'est vrai. Puisqu'on peut quand même, quelquefois, ponctuer ses enseignements d'autres bruits. D'accord. Alors, on me soumet deux questions, dont une que j'ai du mal à comprendre. On me parle de paléo-vérité sonore. Ça vous dit quelque chose? C'est un terme que je ne connais pas personnellement. En tout cas, quand on travaille en tant qu'archéologue du paysage sonore, la part de l'imaginaire, on essaie vraiment d'en faire fi. C'est-à-dire qu'on va... Est-ce que vous pouvez vous mettre entre Patrice et... Donc vous avez pas voilà. C'est-à-dire que l'on va essayer d'être au plus proche d'une possible réalité, donc recouper toutes les informations, comme je l'ai dit rapidement, on va recouper les informations pour être dans une possible réalité et que la marge d'erreur, elle soit la plus ténue possible. Après, la part de l'imaginaire, elle vient juste sur l'assemblage. Parce que là on ne pourra jamais refaire le moment de l'histoire. Un moment de l'histoire, on est dans du son, c'est du temps, de l'espace, de l'espace-temps. Donc c'est quelque chose qui s'écoule constamment et qui fait que c'est difficile à refaire. Alors, paléo-vérité, si on entend par paléo une vérité du passé, oui, sans doute. Mais l'imaginaire, en tout cas sur mon travail, j'essaye réellement de prendre en compte justement ce que j'expliquais, hein, les émotions qui peuvent exister dans tous les documents, que ce soit un article, que ce soit un passage littéraire, parce que c'est vrai que quand on s'appuie sur ces sens, quelque part, c'est de l'émotion qui est exacerbée. Donc sous le coup de l'émotion, on va écrire, on va rendre compte, et ce n'est qu'en recoupant les informations sur un même fait qu'on peut savoir, on peut essayer d'être au plus proche possible de ce qui s'est passé réellement. Parce qu'il y en a qui vont amplifier, il y en a qui vont minorer, pour plein de raisons. On a tous un ADN sensoriel, et on ressent tous, là, à ce moment, on est trois, là, en même temps, on a tous un ressenti qui est complètement différent. Donc c'est ça aussi, il faut bien prendre en compte et d'essayer de faire le plus neutre possible. Tout comme quand on va faire des captations, on va essayer de neutraliser ces captations pour les réinsuffler dans des fresques.
Alors, quand j'ai regardé sur YouTube vos vidéos pour préparer quand même mon rôle de modérateur, j'ai donc regardé la vidéo sur Paris, les bruits de Paris. Il y a un certain moment, j'ai fermé les yeux. Et vous venez de parler d'émotion. Alors, comment vous expliquez ce comportement? Oui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, quel que soit mon travail sur n'importe quelle fresque, ce que je cherche à faire, c'est faire un constat et dire voilà ce que j'ai constaté dans l'histoire. Pour moi, c'est juste un constat comme le font les historiens. Par contre, comme on touche la sensorialité, l'émotion, c'est votre émotion. C'est-à-dire que j'ai vécu des moments, par exemple au Canada, où j'ai des personnes qui ont fondu en larmes sur des extraits de ma fresque sonore, qui étaient vraiment très émus, parce que ça leur a fait ressurgir des moments de leur passé, alors que d'autres étaient complètement impassibles. Donc, c'est pas mon travail. Moi je cherche pas, je suis pas un compositeur de musique de film. Un compositeur de musique de film, il dit, voilà, là il faut faire pleurer tout le monde, là il faut faire rire tout le monde. Et il va accompagner l'émotion et il va tout le long, il va l'amplifier. Et moi, c'est pas ça. Je constate, voilà ce que j'ai constaté, voilà ce que je vous présente en son. Ce moment-là, vous l'appropriez avec votre ADN. Vous avez des sons qui sont en mémoire chez vous, c'est pas chez monsieur, hop, essayez, hop, on y va. Et c'est difficile avec les jeunes publics parce que justement, ces sons du passé, ils ne les ont plus entendus. Donc quelque part, c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il faut les accompagner. Parce que ce sont des sons qu'ils doivent redécouvrir pour comprendre ce qui se passe dans la scène. D'accord. Nous, on peut fermer les yeux, parce que quelque part, on les a en mémoire et on se dit, ah bah oui, ça, je peux mettre un piéton, je peux mettre un cavalier, je peux mettre une vinaigrette qui passe, j'entends le froufrou d'une jupe. Aujourd'hui, le froufrou d'une jupe, à part le froufrou au cinéma où c'est très amplifié, en fait, le vrai froufrou d'une jupe, ça ne marche pas. On parlait du tactile tout à l'heure, mais c'est pareil. Voilà, les sens, il faut se les réapproprier. Et on les a oubliés. Et on est enfermé sur soi-même. Vous avez montré des casques de réalité virtuelle avec un casque aussi. Moi, je milite pour une écoute collective. Parce que justement, à côté, nous, là à côté, l'écoute, elle est complètement différente. Et on peut partager ces moments-là. Oui. Ce partage est important. Oui, c'est toute l'importance des concerts pour un musicien ou un chanteur. Non, mais si vous me permettez, ça renvoie à l'imaginaire. Ça renvoie à l'imaginaire complètement, dont on parle depuis ce matin. C'est effectivement que je réagis à ce que vous disiez, monsieur, sur le fait que des fois, en présence d'un paysage sonore, on ferme les yeux. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas interférer avec ce que renvoie la vision, parce qu'on va rentrer dans un dialogue intérieur qui est alimenté par le son, et qu'éventuellement, à ce moment-là, travailler comme un scénariste, historien, si vous voulez, en couplant de l'image et du son, ça devient fabuleux, parce qu'on peut... Et c'est très peu fait, ça, parce qu'on est obsédé par le réalisme. Là, on n'est pas dans du réalisme, on est dans une construction d'imaginaire bâtie sur des images qui ont été plongées dans du réalisme. Et ça, c'est fabuleux. C'est une possibilité de la réalité virtuelle qui, à mon avis, est sous-exploitée. Oui. Non, c'est vrai aussi que quand on écoute un morceau de musique chez soi ou dans un auditorium, on a aussi tendance à presque déguster ce sentiment intérieur de plaisir, d'émotion, qui excite un peu les sens, comme si finalement supprimer le sens visuel, même si on est un visuel actif, eh bien, pouvait améliorer la perception des sons, et voire même l'amplifier, au point que ça soit suffisant au moment présent, quoi. C'est vrai. Alors. La deuxième question, encore plus tôt. Tu veux intervenir? Non, vas-y, traduis la question. Alors, la réalité virtuelle est-elle hyper dangereuse pour un usage médical? Alors, il y a le mot hyper. Hein. Oui. Et je voudrais pouvoir dialoguer avec la personne qui a posé la question, parce que ça veut dire quoi, hyper dangereux? Alors, allez, on supprime hyper. Non, mais... Dangereuse. Parce qu'elle peut constituer un danger, je ne sais pas quoi, moi, d'addiction.
Après tout, tu as un peu travaillé sur les non, médicaments, mais l'addiction. Oui, non, non. Non, qu'il y ait une addiction aux jeux vidéo qui soit éventuellement amplifiée par les cases de réalité virtuelle, je pense qu'effectivement, il faut, c'est ce que je vous ai montré à la fin, Oculus s'en méfie, par exemple. Pourtant, eux, ils vivent de ça. Donc c'est bien qu'il y a quand même quelque chose qui est... Et je veux dire, la haute autorité a lancé une mission là-dessus sur à quoi on joue avec ce genre de dispositif. Mais non, je pense pour l'usage médical. Je ne sais pas comment répondre à la question, parce que si on pense par exemple au traitement des phobies, je me rappelle, les journalistes me posaient la question, effectivement, est-ce que c'est bien, quelqu'un qui a peur du vide, on a travaillé sur la peur du vide, est-ce que c'est bien de lui faire comprendre qu'il ne faut pas avoir peur du vide? Ben non. Ben non. Si le but c'est bêtement de désensibiliser quelqu'un, c'est dangereux. Oui. Alors je ne sais pas quel est, encore une fois, le sens profond de la question, mais voilà un exemple où il faut quand même se méfier de ce qu'on fait avec de la réalité virtuelle. Oui. Parce qu'on peut faire croire à quelqu'un qu'il devient un surhomme. Oui. Et ça peut être dangereux. Mais c'est pour ça que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Tu n'as pas travaillé aussi avec les araignées, là? Ben moi, mais j'ai travaillé avec des collègues à Seattle, sur la phobie des araignées. Oui, je ne pense pas que ça soit hyper dangereux. Je pense qu'il faut que ce soit contrôlé. Et que je me méfierais beaucoup de ce qui se développe actuellement en termes de thérapie cognitive et comportementale, de faire de l'auto-administration. Je pense peut-être qu'on sera mûr un jour pour avoir des systèmes de deep learning, de ce que vous voulez, qui permettent d'analyser en temps réel le comportement de quelqu'un et de savoir ajuster l'intensité de ce qu'on va lui renvoyer de manière automatique. Bon, on n'en est pas là. Aujourd'hui, les exemples que je connais, par exemple, sur les traitements des stress post-traumatiques, il y a un clinicien qui travaille avec la personne. Il ne travaille pas tout seul avec son casque de réalité virtuelle. Donc, si c'est ça le sens de hyper dangereux, oui, il faut faire attention à ce qu'on fait avec. C'est puissant. Le stress post-traumatique, les forces armées travaillent, non, sur ce sujet, je crois. Non, vous n'êtes pas informé de par votre... Il y a quelques travaux qui sont là-dessus. On parlait des sens. Je voudrais juste compléter. Je cherche toujours à ce que ça veut dire usage médical. On en parlait tout à l'heure. Si c'est effectivement faire croire à quelqu'un que parce qu'il a, je caricature, que parce qu'il a joué à un jeu vidéo, il est devenu un chirurgien, oui. Comme les pilotes Comme les pilotes? Oui, ça c'est hyper dangereux, je pense, aujourd'hui. D'accord. Oui, parce qu'il y a la notion quand même de jeu. Oui. Il y a la notion de jeu, que ce n'est pas vraiment réel, mais qu'on s'y prend. Le danger n'existe pas, puisque voilà, si tu rates ton atterrissage, voilà, tu recommences. Tu es toujours dans ton canapé. C'est ça. Dans la vie réelle, c'est un peu différent. Alors, on parlait de sens tout à l'heure, c'est quand même quelque chose d'important, pas de virtuel, mais de non palpable. Et dans ton passé, dans ton curriculum vitae, on voit quand même à plusieurs reprises le mot sensorimoteur, qui est un mot quand même qu'on utilise assez souvent, et en particulier en réadaptation. On peut aussi l'utiliser dans les sciences du sport. Qu'est-ce que ça pourrait apporter à ce domaine de recherche, la réalité virtuelle? Ah ben, plein de choses. Bah oui. Avant même d'avoir inventé que je faisais de la réalité virtuelle sans le savoir, on travaillait à l'hôpital de la Timone avec des Parkinsoniens. Parkinson, des ordres moteurs, n'est-ce pas? Eh ben, on a réussi à montrer avec des briques et des brocs et des montages incroyables qu'il y a un problème sensoriel aussi, comme par hasard. Le bouclage sensorimoteur, il est naturel et qu'à un moment donné, effectivement, et ça j'en étais fier de ces papiers-là, avec le professeur Blin, de montrer qu'effectivement, le désordre parkinsonien est d'ordre sensorimoteur, sinon cognitivo-sensorimoteur. Oui. Donc, effectivement, voilà, c'est ça qui permet de faire la réalité virtuelle. C'est avec des limites technologiques incroyables encore, mais c'est de travailler sur cette boucle de régulation qui est fondamentale. Oui. Et voilà, c'est ça que. Je dis souvent, on est Dieu quand on fait de la réalité virtuelle. Et c'est dangereux d'être Dieu, pour reprendre sur la question, parce qu'effectivement, on peut faire n'importe quoi. Je pense qu'on peut amener quelqu'un, je veux dire, je ne sais pas quoi, mais je veux dire n'importe quoi, mais tu prends un schizophrène et tu le mets dans une réalité virtuelle, tu peux lui faire beaucoup de mal.
si tu fais n'importe quoi. Est-ce qu'on pourrait faire beaucoup de bien à un sportif de haut niveau? Alors, il y a des travaux qui j'ai vu récemment en enseignant justement, des travaux là-dessus. Oui, à deux niveaux. Je pense au travail qu'on avait fait à une époque sur les vélos. Hein, tu parlais des vélos d'appartement, on avait un retour, c'est des Italiens qui ont travaillé à l'occurrence, on avait un retour d'un parcours virtuel qui était enregistré, ils enregistraient en fait les déclivités. Donc ça permettait peut-être pas à un sportif de haut niveau de gagner le Tour de France, mais ça lui permettait de reconnaître le parcours, de savoir comment doser son effort. D'accord. C'est très concret. Et c'est comme ça, je m'en suis vraiment rendu compte que ça, et parce que n'importe qui d'entre nous le sait, tu fais un parcours une première fois, tu galères, la deuxième fois, ben, tu sais qu'après la grande côte, là, ben, ça va redescendre. Ben, c'est ça, on a fait. Après, c'est plus pointu ta question. Je pense qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore. Parce que le sportif de haut niveau a une technicité sensorimotrice telle qu'arriver à fabriquer des interfaces qui soient transparentes pour lui, c'est pas évident. C'est-à-dire le mettre dans une sorte d'état, c'est pas comparable à celui d'un dopé, qui n'est pas son état normal, mais qui peut l'amener à réaliser une performance supérieure à celle qu'il devrait réaliser normalement, dans les conditions normales. Enfin, tu peux être excité par un film, tu peux être excité par de la musique, tu peux être excité par un bruit d'ailleurs. Hein. Il y a diverses façons d'exciter dans le sens évidemment positif par rapport à une performance. Oui, mais je vais rebondir sur la question d'avant. J'ai vu une scène qui m'a marqué. C'était il y a tous les ans ou presque à Laval, un gros congrès de réalité virtuelle. Eh oui. Ils avaient mis 2 vélos avec devant un écran et un paysage virtuel couplé à un vélo. Donc réalité virtuelle simple. Eh bien, les 2 personnes qui étaient là étaient tellement prises par le jeu qu'il y en a un qui est parti à l'hôpital. Parce que mine de rien, en réalité virtuelle, tu n'as pas les mêmes retours sensoriels qu'en réalité. Donc la motivation faisant, les mecs ils sont partis, ils pédalaient dans le vide, il y en a un qui a fait une attaque cardiaque. Et donc, il faut faire attention, donc, par exemple dans le domaine de la réadaptation, en admettant que la réalité virtuelle, parce que là aussi je crois que tu as travaillé là-dessus, oui. On pourrait peut-être améliorer, non pas la performance, mais enfin l'acte moteur. Oui, oui. Est-ce qu'on pourrait tomber dans le même travers? Il faut faire attention, ne serait-ce que Oui, mais je peux vous donner plein d'exemples là-dessus. Le 95, 98, du côté du New Jersey, il y a des gens qui ont inventé, Greg Bourdea en l'occurrence, qui a inventé un système génial. Ils avaient mis des personnes qui avaient un traumatisme de la cheville sur une espèce de tripode instrumenté. Et avec ça, ils ont fabriqué un jeu vidéo à la noix, qui est toujours utilisé aujourd'hui d'ailleurs, où il s'agissait de faire passer un petit avion dans des cerceaux. Donc plutôt que de demander à quelqu'un de bouger sa cheville, ce qu'il ne va pas faire parce qu'il va dire « Aïe, ça fait mal », d'un seul coup, tu lui transformes complètement le monde, parce qu'il n'est plus en train de bouger sa cheville, il est en train de contrôler le petit avion pour le faire passer dans les arceaux. Sauf que... Il oublie la douleur. Si tu ne contrôles pas correctement la difficulté de l'exercice, tu vas faire plus de mal à la personne que tu vas lui faire du bien. C'est-à-dire qu'elle va aller au-delà des limites permises dans son programme de rééducation. Oui. Donc c'est bien, mais voilà. Oui, maintenant, si c'est en présence d'un praticien, normalement, ça ne devrait pas arriver. Oui, mais encore faut-il qu'il y ait un praticien qui soit en train de superviser ce genre de session. C'est vrai pour les sportifs de haut niveau, à mon avis aussi. Ça voudrait dire que s'il y avait de tels programmes en ligne et en accès libre, le danger serait réel. Oui, je pense. Ouais. Donc, nous espérons que vous avez passé en notre compagnie un agréable moment, malgré encore une fois ces petits problèmes techniques, mais encore une fois, que serait le distanciel sans incident technique quand même? Que serait la réalité virtuelle sans bug? Voilà, et que seraient les bruits de Paris sans les petits problèmes techniques que Mylène est chargée de résoudre.
Donc, nous vous donnons donc rendez-vous à une prochaine conférence débat de la Bibliothèque universitaire Lyon 1. À bientôt.